Dans l'actualité française, une coordination anti-mafia appelle les citoyens à manifester aujourd'hui en Corse, à Ajaccio et à Bastia. Une mobilisation qui survient alors qu'hier, un jeune homme a été abattu à Marseille. Il est le frère d'un militant qui lutte contre le narco-banditisme. On en parle dans un instant avec notre invité. Dans les rues d'Ajaccio, les habitants inscrivent sur les murs leur volonté de chasser la mafia et appellent à manifester aujourd'hui. Jean-Dominique Musso fera partie du cortège. L'année dernière, le président de son syndicat a été assassiné après une première marche anti-mafia. Malgré ce drame, il ne veut pas céder au climat de peur. On se met en danger, oui, on est conscient du fait qu'on prend des risques. Mais on va le faire quand même. On n'abandonnera pas. Le procureur de Haute-Corse soutient la mobilisation et souhaite s'attaquer à l'omerta qui règne sur l'île. C'est à la justice de pouvoir faire la démonstration de son efficacité en faisant des enquêtes plus nombreuses, plus ciblées, en attaquant le produit du crime là où il est, en attaquant les investissements de ces activités criminelles dans l'économie. En Corse, les règlements de compte sont nombreux. Il y a quelques jours, un homme a été abattu devant son fils de 9 ans. C'est le 9e homicide depuis le début de l'année. Et nous en parlons avec notre invité Jean-Michel Verne. Bonjour, vous êtes journaliste d'investigation, l'auteur de Inside DZ Mafia, au cœur du gang narco-mafieux. C'est chez Artaud. Je vous remercie beaucoup de nous apporter votre éclairage, une grille de lecture, parce qu'on ne va pas parler que de la Corse. On va y revenir évidemment dans un instant. Mais on va tout d'abord évoquer ce qui s'est passé hier. On va donner un petit peu de contexte. Le jeune frère d'un militant écologiste qui était connu pour ses prises de position contre le narcotrafic a été assassiné à Marseille, en pleine rue. Il était dans sa voiture. On ne peut pas exclure l'assassinat d'avertissement, a indiqué le procureur. Or, à l'origine de cet engagement de ce garçon contre les organisations criminelles, il y a un drame familial, puisque son grand frère avait déjà été tué à cause de son implication dans le trafic de stupéfiants. On comprend avec cette histoire familiale, avec ce drame survenu hier, la réalité, le fonctionnement du narcobanditisme, en particulier à Marseille. Oui, on a toute une histoire avec cette famille Kessassi, puisqu'on a quelqu'un qui est un trafiquant notoire, qui est le demi-frère, qui est assassiné en 2020. On va retrouver son corps carbonisé dans une Audi, elle-même dissimulée dans un tunnel. Deux autres de ses complices ont été assassinés et ont subi le même sort. On appelle ça des barbecues, c'est-à-dire qu'on tue les gens, après on les fait griller dans une voiture. Ensuite, on a Amin Kessassi qui crée donc ce mouvement anti-narco qui s'implique beaucoup. Il a 17 ans à l'époque. Et puis petit à petit, il prend une certaine envergure, puisqu'il va se présenter à la députation. Il va être battu de justesse par un candidat RN. Et donc, il a l'intention de sortir un livre au mois d'octobre. Et à ce moment-là, la police est informée que la DZ Mafia a envie de s'en prendre à lui. Et il est placé sous protection policière. Et manifestement, on lui lance un message en tuant son petit frère, qui lui était totalement étranger au monde du grand banditisme. On ne peut exclure l'assassinat d'avertissement, a déclaré le procureur. Je le disais, aujourd'hui, on fait taire ceux qui dénoncent une structure criminelle. C'est ça qui a bougé avec cet assassinat hier. Oui, on passe, si vous voulez, à un autre niveau. Il faut comparer avec l'Italie, ce qui s'est passé en Italie, avec Cosa Nostra notamment, où la mafia a complètement infiltré le tissu socio-économique et politique. Et c'est un peu ce qui est en train voilà, on est dans la construction d'un système mafieux qui va au-delà, je dirais, des simples règlements de compte en matière de trafic de drogue pour passer à autre chose. C'est-à-dire qu'on veut infiltrer le tissu économique, on veut infiltrer l'économie propre. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et surtout, on veut instiller la peur, c'est-à-dire régner en maître sur un territoire et être en fait le référent qui se substitue à l'État. Et cette ultra-violence, cette violence implacable, c'est la définition de cette mafia des aides. Alors, si vous voulez, passer d'une organisation criminelle à un système mafieux, c'est quoi? C'est un mode d'organisation sociale.
C'est-à-dire que ma force, ça va être la capacité que j'ai à vous faire peur. Et on gouverne plus par la peur que par les assassinats. En fait, l'assassinat, dans le système mafieux, c'est une forme d'échec. C'est-à-dire, j'ai pas pu te faire assez peur, et donc je vais te tuer. Regardez, en ce moment en Italie, on n'entend plus parler de la mafia. Elle est complètement infiltrée dans toutes les strates de la société, même si l'État la combat de façon très forte. Et il y a un spécialiste de l'antimafia en Italie qui disait il n'y a plus d'assassinats en Italie. C'est pas forcément un très bon indice. Ça veut dire aussi que la mafia tient et continue à tenir des secteurs entiers de l'économie et de la vie sociale en Italie. Mais dans son fonctionnement, DZ Mafia recrute de très jeunes garçons qui n'ont pas les codes, qui apprennent à manier des armes par le biais de tutos et qui ne savent pas où commence la violence et comment la maîtriser en somme. Mais regardez, l'assassinat du frère Kessassi, il ne se passe pas du tout selon le mode habituel des crimes perpétrés par la DZ Mafia. On a des tueurs moto qui arrivent, calibre 9 mm, c'est pas de la calache. Donc on est dans un règlement de compte, je dirais presque classique. Et ça doit être analysé. Pour nous montrer que voilà, c'est une organisation qui est à plusieurs visages, à plusieurs facettes, et qui sait utiliser les codes du milieu traditionnel, puisque en ce moment, il se développe énormément dans le secteur du racket, de l'extorsion de fonds, qui est vraiment une méthode traditionnelle du milieu marseillais. Donc voilà, on doit voir que cette mafia, elle évolue, elle est protéiforme, il y a beaucoup de leçons de tirer de l'assassinat du frère d'Amin Kessassi. Elle évolue, sa direction est internationale. Est-ce qu'on peut pour autant dire qu'elle ne vient pas des quartiers, mais qu'elle instrumentalise les quartiers? Non, là, je crois qu'il faut se référer au dernier rapport de l'OFAST qui a été publié en juillet, hein, l'Office anti-stupéfiants, où on explique que au départ, la DZ Mafia est une organisation qui part des cités, des quartiers, et qui se structure. En fait, c'est un cartel, hein, un échange de compétences. Hein. Il y en a un qui est bon dans les règlements de compte, l'autre est bon dans les extorsions de fonds, l'autre a des ouvertures en matière de blanchiment. Ben, on va se fédérer, on crée un cartel. Petit à petit, cette organisation qui est qualifiée de milieu du spectre, vous avez le bas, le milieu et le haut du spectre, va en fait monter en hiérarchie et devenir aujourd'hui, on la considère comme étant placée en haut du spectre. Et donc c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont effectivement en dehors du territoire français. Ensuite, il y a des gens qui sont en prison, qui sont aujourd'hui dans les super prisons, hein, Vendin-le-Vieil et Condé-sur-Sarthe. Et voilà, que tout ça continue à piloter un certain nombre de choses sur le territoire. Et ça doit nous amener à une réflexion sur la façon de lutter contre ce phénomène qui est devenu très, très inquiétant. Bruno Retailleau a parlé de tsunami blanc. Hein, en disant qu'on était submergé par le trafic de cocaïne. Et c'est ça le problème numéro un, c'est qu'on continue à consommer en quantité massive de la drogue en France, et il faut absolument arriver à juguler le phénomène. Il faut prendre le phénomène en haut, en remontant les filières, et le phénomène en bas, en expliquant pourquoi les gens se droguent en France. Mais comment cette organisation a-t-elle pu s'étendre, elle en particulier, aussi rapidement? Elle est récente. Alors, elle est récente, mais si vous voulez, il y a eu, pour vous donner un chiffre, hein, il y a eu une augmentation de consommation de cocaïne pendant la période du Covid jusqu'en 2022 de 30% en Europe. Donc on a eu des quantités phénoménales de cocaïne qui sont déversées sur notre territoire et des organisations un peu malignes, entre guillemets, ont compris ce qu'ils pouvaient faire de cette situation. Et il est clair qu'on n'a pas suffisamment anticipé
je dirais, la puissance de cette organisation, mais les prémices, et j'en parle beaucoup dans mon livre, ils sont déjà là en 2014, 2015, et puis ça va monter. On voit très bien que cette organisation, elle n'est pas arrivée comme ça. Et il y a toujours une référence historique à avoir pour comprendre un phénomène. Et puis on sait aussi qu'elle irrigue le terreau local, elle finance aussi le milieu associatif, des fournitures scolaires, elle est très présente localement, d'où la facilité de recruter ensuite derrière pour la faire fonctionner. On parlait tout à l'heure de cette mobilisation anti-mafia qui se déroule, qui doit se dérouler aujourd'hui en Corse. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire? Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de l'expérience corse notamment? Si vous voulez, dans mon ouvrage, il y a un passage qui s'appelle DZ Corsica avec un point d'interrogation. Et il y a des connexions, on le sait, entre les mafias corses et les mafias des cités. Elles sont établies. Elles ont établi notamment lors de 2 assassinats perpétrés en début d'année en Corse, dont celui de la jeune Chloé, tuée par erreur à la place de son petit ami. Et dans ces 2 assassinats, on remarque que les véhicules utilisés ont été volés à Marseille. Récemment, dans l'affaire Chloé, un Corse a été mis en examen pour être allé chercher la voiture qui va être utilisée pour l'assassinat de Chloé. Donc les connexions, elles existent, j'en parle beaucoup dans ce livre, notamment au travers d'un rapport de la GIRS de Marseille, qui évoque à l'époque les connexions de Christophe Guazelli, qui est le fils d'un des pontes de la Brise de Mer, avec des gens de Marignane. Il va se rendre aux obsèques d'Edi Boussaïd en 2016. Vous voyez, tout ça, ça tombe pas de l'arbre. Il y a des connexions qui sont historiques entre les mafias des cités, les mafias corses, notamment dans la fourniture d'importantes quantités de drogue. Et la drogue, on sait que les Corses, ils ont un vrai savoir-faire en la matière. On parlait d'Amin Kessassi tout à l'heure, puisque c'est son frère qui a été assassiné. Il avait des ambitions aussi peut-être municipales avant d'être placé sous protection policière. On touche son frère pour lui faire peur. On peut parler de la vie politique, on peut parler aussi de cette visée. Il y a les élections municipales dans 7 mois. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des mafias qui font pression en France sur les politiques pour qu'ils ne s'expriment pas, qu'ils ne soient pas visibles? Alors, c'est un des plus grands dangers du narcotrafic, c'est la corruption. Alors, la corruption des gens qui sont directement concernés par leurs activités, c'est-à-dire la police, des greffiers, des magistrats, le personnel pénitentiaire. Ça, ils ont une force corruptible phénoménale. Et cette force corruptible, elle peut également leur permettre d'infiltrer des listes électorales et de prendre du pouvoir au niveau politique. C'est d'abord de se créer des affidés politiques. C'est ce qu'a fait, on le sait, Cosa Nostra en Sicile pendant des décennies, et ce qu'elle fait toujours. Et donc, ça, c'est encore une fois, comme je vous l'ai dit, mafia égale mode d'organisation sociale. C'est une structure qui vise à se substituer à l'État défaillant sur un territoire. C'est ça, et c'est ce qui se passe dans les quartiers nord de Marseille, c'est ce qui se passe dans d'autres quartiers en France. Et ça, c'est un danger majeur. Une façon quand même très efficace de lutter contre ces organisations, ce sont les investigations financières, la lutte contre le blanchiment, suivi de la confiscation, mais les moyens, là, sont notoirement insuffisants en France. Ouais, toucher au nerf de la guerre qui est l'argent, bien évidemment, et puis aussi ne pas consommer de la drogue, ça c'est bien évident. Vous parliez aussi des super prisons qui existent, mais on comprend qu'aujourd'hui, même si les pouvoirs publics ont conscience, puisque vous évoquiez les déclarations de Bruno Retailleau, à l'époque ministre de l'Intérieur, ont conscience de cette menace réelle, il n'y a aucun moyen suffisant mis en œuvre aujourd'hui par les pouvoirs publics. Écoutez, les pouvoirs publics font des efforts. On a voté la loi narcotrafic, on a créé ces super prisons. On va créer un parquet national de lutte contre le crime organisé. On a des intentions.
Il y a la coopération internationale qui est très forte. Vous avez le procureur de Marseille, Nicolas Bessonne, qui est excellent sur ce point de vue, qui a mené une collaboration très intense, notamment avec l'Italie. Et il faut comprendre que ces organisations criminelles sont interconnectées. On a eu récemment une affaire de blanchiment extrêmement intéressante où vous avez donc de l'argent des cités marseillaises qui vient donc qui est transféré par des passeurs en Italie dans une fonderie à Milan où on transforme le cash en lingots d'or. Ces lingots d'or ensuite partent en Turquie, partent en Kosovo. Vous voyez qu'il y a avec l'ombre prégnante de la mafia calabraise dans cette histoire. Donc c'est intéressant. On a l'esquisse d'une sorte de joint venture. Et c'est vrai que la lutte, elle est au niveau de la France, mais elle est au niveau international. Europol, c'est extrêmement important. Eurojust aussi, sont des structures supranationales dont on a besoin. En fait, moi, je suis persuadé que si on peut s'en sortir, c'est par la coopération internationale. Mais il y a des pays qui sont parvenus à enrayer le développement d'organisations criminelles. Vous prenez par exemple la Belgique. La Belgique était complètement submergée par la mafia, des assassinats de tous les côtés, des quantités de drogue phénoménales qui passent par le port d'Anvers. On peut dire, on peut avoir la même réflexion par rapport à Rotterdam et la Hollande. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'ils sont arrivés et ils commencent à avoir une influence sur l'entrée de la cocaïne à Anvers. Du coup, nous, en France, on est encore plus menacé, les ports français, comme Le Havre, comme Dunkerque ou Marseille. Et donc, on voit qu'il y a... Bon, et la Belgique est allée... enfin, il y a eu des discours extrêmement durs du procureur du roi, notamment, qui a mis en cause le pouvoir politique. On n'a pas ça en France. Hein. On est plutôt dans un système de consensus, on va dire. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il ne faut pas parfois frapper un peu plus sur la table. Et c'est vrai qu'il faut une mobilisation très forte des pouvoirs publics pour pouvoir arriver à juguler le narcotrafic qui est en train d'infester tout le territoire. Jean-Michel Verne, je vous remercie beaucoup de nous avoir apporté ces éléments, cet éclairage, ces éléments de compréhension après ces derniers développements donc, à Marseille. Et puis on verra quelle sera l'ampleur de cette mobilisation en Corse aujourd'hui pour dénoncer la mafia en Corse particulièrement. Merci à vous.